Merci beaucoup. Déjà, je tiens à remercier les organisateurs pour cette journée d'études. Je trouve que c'est extrêmement important, effectivement, d'avoir des journées consacrées à la recherche universitaire sur cet objet de recherche. De manière générale, je pense que ça va dans la continuité de ce que t'expliquait Philippe ce matin et qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une structuration du champ de recherche sur l'e-sport de manière générale. Je fais une toute petite correction. Le laboratoire Tech TEC a changé de nom avec les nouvelles évaluations. Maintenant, il s'appelle l'Institut du sport santé, des sciences du sport santé LIT3SP pour Paris-Descartes. On est deux Stapsiens avec Océane. On s'est retrouvés sur une thématique qui nous tenait à cœur tous les deux, à savoir de manière générale la place des femmes dans les pratiques culturelles, sportives et corporelles. Et donc à ce titre-là, on s'est intéressé bien évidemment à la question de la place des femmes dans l'e-sport. On vient vous présenter un travail qu'on vient tout juste d'effectuer. Jusqu'à il y a encore 2-3 jours, on était encore en train d'analyser les résultats. Qui est à mon sens, à ma connaissance en tout cas, la première fois qu'il est réalisé, à savoir de dresser un réel état des lieux de l'évolution des compétitrices dans les LAN françaises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les études qui sont menées pour essayer de dresser un état des lieux de la place des femmes dans l'e-sport et notamment de quantifier cette place des femmes dans l'e-sport, c'est principalement axé sur du déclaratif. Lors d'enquêtes qui sont effectuées auprès de différentes populations. Et là, on a essayé justement de récupérer les listings. On va vous en parler un petit peu plus et rentrer dans le détail juste après. Mais voilà, pour la première fois, on a essayé de rentrer là-dedans. Mais vous allez voir, ça n'a pas été sans certaines difficultés, liées notamment aux matériaux de base qui n'étaient pas évidents à traiter. Juste pour essayer de situer un petit peu l'intérêt du sujet, en octobre 2017, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, l'association Women in Games France a été créée, juste en amont de la Paris Games Week, avec comme objectif et mission principale de promouvoir la mixité dans l'e-sport. Alors c'est l'une des différentes antennes de Women in Games à l'international. Et ce qui a amené ce réseau d'entraide, comme on appelle ça, à ouvrir un département e-sport dès le début de la création de l'association, et qui s'est concrétisé notamment il y a maintenant 2 mois et demi par la mise en place de ce qu'ils ont appelé un incubateur e-sport pour les jeunes femmes, à savoir sur un processus de sélection, 5 jeunes femmes qui ont été sélectionnées pour être encadrées par des coachs professionnels ou semi-professionnels comme certains se présentent, et afin de les faire évoluer à un meilleur niveau dans le but de peut-être les intégrer à des structures dites professionnelles afin de, on va dire, créer de la mixité au plus haut niveau dans l'e-sport. Finalement, cette création, elle s'inscrit dans un processus et dans un mouvement qui est bien plus large, qui est, selon moi, un processus qui est post-MeToo, post-affaire Weinstein et ainsi de suite, de libération de la parole, de prise en considération des inégalités entre hommes et femmes dans nos sociétés de manière générale. Et l'e-sport étant juste le miroir de notre société, bien évidemment, l'e-sport ne déroge pas à la règle. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas un cas isolé, puisque aux États-Unis, notamment, Women of Esports a été créé il y a maintenant 2 mois et demi, 3 mois. Einiki, ça est assez récent. Et puis, on a beaucoup de communautés féminines. Alors, en France, c'est encore assez marginal. La plus connue, à mon avis, est Gamer. Mais par contre, aux États-Unis, vous avez énormément de communautés féminines sur différents jeux, que ce soit... Alors, ici, ça c'est les Badass Women of Esports, of Hearthstone, donc c'est sur le jeu Hearthstone. Ici, vous avez les Smash Sisters qui sont sur Smash Bros, les Combo Queens qui sont sur tous les jeux de jeux de combat, ce qu'on appelle en français le versus fighting ou en anglais les fighting games, les Banshees qui sont sur Starcraft. Donc voilà, ça il y en a plein d'autres, c'est bien évidemment non exhaustif, mais c'est pour vous montrer un petit peu tout ce qui est en train de se créer. Vous avez aussi des compétitions exclusivement féminines qui se créent. En France, la plus connue est certainement la Ligue féminine sur League of Legends, qui la première saison était spécifiquement française et maintenant elle s'internationalise au niveau européen avec un réel succès pour cette 2e édition, ou d'autres compétitions à travers le monde, que ce soit les Women in Wheels sur des jeux de sim racing, donc des jeux de simulation de course, ou encore le Girl Gamer Festival, dont la première édition a été un franc succès aussi.
Et par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même pas mal de réseaux qui ont disparu, et notamment en France. C'est-à-dire que c'est pas récent, c'est cette volonté de créer des communautés féminines, mais il semblerait qu'en France, elles aient du mal à perdurer. Donc voilà un petit peu, pour essayer de dresser, on va dire, déjà, enfin, de vous montrer un petit peu d'où part notre réflexion. Dresser un petit état des lieux en France sur les données qu'on a déjà. L'année dernière, en 2018, France e-Sport, avec Médiamétrie, a effectué une vaste enquête de quantification des pratiques et des usages de l'e-sport en France. Ce que vous pouvez remarquer, moi je vois pas bien ici, je suis obligé de me tourner, je suis désolé, au niveau des consommateurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont regardé ou participé à un événement e-sportif au moins une fois au cours des 12 derniers mois, vous avez une proportion de 28% de jeunes femmes, ce qui semble à peu près corroborer les études précédentes qui avaient été menées notamment par PwC en 2016. Et ensuite, au niveau des e-sportifs de loisirs, donc c'est toutes les personnes qui s'affrontent par l'intermédiaire d'un jeu vidéo sans forcément qu'il y ait un enjeu. À ce moment-là, vous avez une répartition qui est un peu plus équilibrée, 40-60. Et par contre, dès que vous allez sur une pratique e-sportif amateur, donc cette fois-ci avec enjeu, c'est-à-dire dans une volonté de se classer les uns parmi les autres et ainsi de suite, on voit tout de suite que le nombre de jeunes femmes, en tout cas la proportion de jeunes femmes, diminue. Cette enquête, elle a été réalisée sur 4090 représentants, 4090 personnes âgées de 15 ans et plus, internautes représentatifs de la population française, donc c'est du déclaratif. Et lorsqu'on était rentré un petit peu dans le détail avec France e-Sport sur cette enquête, on leur avait demandé est-ce qu'il vous arrive de jouer à des parties classées, donc tout pratiquant confondu, on se rendait compte que les jeunes femmes, elles étaient quand même bien moins nombreuses, plus que 29% à faire des parties classées, donc cette idée de classement était quand même assez prégnante, on sentait qu'il se passait quelque chose à ce niveau-là. Et puis dès qu'on leur a demandé si ces jeunes femmes s'inscrivaient à des compétitions officielles d'e-sport, que ce soit en ligne ou en présentiel, là tout d'un coup le chiffre chutait à 12%. Donc c'est un petit peu en partant de ce constat-là qu'avec Océane on s'est dit ça serait pas mal de récupérer des données un petit peu plus précises et puis de rentrer dans le détail. Très rapidement, si je rentre dans la revue littérature, je n'ai pas précisé, toutes les photos qui sont présentes sur notre support, c'est que des joueuses françaises actuelles. Ça a été un choix aussi volontaire de vous montrer ces visages de jeunes femmes aujourd'hui en France qui font l'e-sport. Donc là c'est une équipe mixte, c'est Gamer e-sport dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une thématique qui est assez récente en fait dans le champ de l'e-sport, alors pas dans le champ du jeu vidéo, mais dans le champ de l'e-sport c'est une thématique qui est assez récente, en tout cas d'appliquer les gender studies à l'e-sport. L'un des articles fondateurs c'est certainement celui de Taylor et de Castell en 2009 qui s'appelle Cheerleaders, Boost Babes and Halo Hoes, qui se focalise principalement sur la scène Halo compétitive nord-américaine. De cette étude ressort finalement, Taylor et de Castell font émerger que les jeunes femmes sont bien présentes pendant les LAN, mais qu'elles ne se situent pas là où on l'imagine, elles ne sont pas spécialement là en tant que joueuses, mais elles sont plutôt là en tant qu'accompagnatrices, en tant que supportrices, ou alors en tant que femmes objets sur les stands. Donc en fait, il y a une vraie segmentation spatiale entre là où peuvent se situer les femmes et là où elles ne se situent pas dans les LAN françaises. Puis ensuite, ça a entraîné beaucoup d'autres thématiques qui ont été traitées, que ce soit le genre et les cyberespaces, avec une étude de Maric, puis ensuite K.M. Pennington et Grön en Finlande. À la suite du Gamergate, Braithwaite a été la première à évoquer l'une de ces formes de masculinité hégémonique qu'elle a dénommée la masculinité geek, qui a servi un petit peu de cadrage théorique pour beaucoup d'études à la suite, que ce soit chez Witkowski ou Taylor. Et puis on commence à s'intéresser de plus en plus à des thématiques émergentes que l'on retrouve dans l'e-sport et qui sont appliquées avec des gender studies, que ce soit la question des spectateurs, enfin du spectatorship, ou alors encore du travail digital, du digital labor, comme on appelle ça. Et ces études, elles se situent principalement soit en Finlande, aux États-Unis et en Australie, principalement, c'est celles qu'on a. On a peu de données, mais au moins on a ces revues de littérature, cette bibliographie-là. Et en France, les seuls travaux universitaires qui ont été menés sur le sujet sont des travaux tout à fait pertinents, mais de jeunes étudiants en master, que ce soit Merlot en 2015 ou Borkowski en 2018, qui dressent en tout cas un premier socle sur lequel on peut s'appuyer. Méthode et limites. Donc comme je vous disais, notre méthodologie a été assez simple, mais ça n'a jamais été fait à ma on a été voir directement les organisateurs d'événements, donc des deux plus gros,
deux des plus grosses LAN françaises, en tout cas des plus historiques, on va dire, puisque la Gamers Assembly fêtera ce sera la 20e édition cette année, et le Stunfest, ce sera sa 16e édition. Donc on les a sollicités, on leur a demandé de nous fournir leur listing de participants sur toutes les années, on leur a demandé. Passé le fait qu'au début ils n'étaient pas forcément très ouverts à l'idée de partager ces données-là, en fait il s'est avéré aussi surtout qu'ils n'avaient pas forcément encore toutes ces données-là. C'est là où aussi on voit les limites de ce type d'enquête, c'est-à-dire que, et puis même de l'évolution de l'e-sport à travers le temps. Les outils d'inscription sont plus les mêmes, là où avant c'était certainement des Google Forms, aujourd'hui ça passe plus par WizEvent, des sites de billetterie qui permettent d'avoir des données qui sont plus complètes. Donc pour la Gamers Assembly, on a récupéré les listings, enfin ils nous ont transmis les listings de 2014 à 2018, toutes les années. Et pour le Stunfest, ça a été un petit peu plus compliqué, ça a été certaines années, comme vous pouvez voir, c'est 2009, 2013, 2015, 2016, on n'a pas toutes les années, et puis surtout on n'a pas les... Donc 2017, il n'y a pas eu d'édition, et 2018, on n'a pas eu des données sous un format qui nous permettait d'exploiter. Qu'est-ce qu'on a fait? On a codé... alors, petite précision, et c'est peut-être là la plus grosse difficulté, c'est qu'à aucun moment, les organisateurs d'événements demandent le sexe ou le genre des participants et des participantes. Ce qui fait qu'on a été obligé de faire un long travail de codage des prénoms, c'est-à-dire ça a été le seul moyen qu'on a trouvé, ça a été de prendre tous les prénoms de tous ces listings et puis d'essayer de les identifier comme étant des prénoms féminins, des prénoms mixtes, des prénoms indéterminés, des prénoms non renseignés ou des prénoms masculins. Et puis ensuite on a effectué des tris à plat, des tris croisés. Donc les limites, comme vous pouvez vous en douter, c'est le fait qu'on récupère les prénoms, forcément c'est une interprétation qui est forcément subjective du genre du prénom, que ce soit féminin ou masculin. En ce qui concerne les prénoms mixtes, c'est que ça nous laisse une grosse part d'indétermination du genre de manière générale. Donc les prénoms mixtes, ça va être Camille, Andrea, Frédéric, on ne peut pas savoir quel est le genre. Et puis après, on a sur certaines, notamment pour le Stunfest, qui est un circuit qui accueille énormément de joueurs asiatiques et d'Asie du Sud-Pacifique, notamment japonais. Les jeux de combat sont très présents au Japon. Et le Stunfest accueille l'un des premiers events du CPT, du Capcom Pro Tour, donc on a une un gros contingent japonais qui vient, et là on a été pour la plupart du temps incapable de déterminer le genre du prénom. Et puis sur les premières années, vous allez voir, on a beaucoup de données qui sont incomplètes, où on n'a pas les prénoms, ou alors on a les gens qui mettent leur nom à la place des prénoms, donc ce qui fait qu'on n'a que les noms de famille, on n'a pas les prénoms, bref, ça a été un petit peu compliqué. Je vous présente, je vais laisser surtout Océane présenter les résultats, on va les présenter ensemble, mais vas-y. Ah oui, alors du coup, je vais vous présenter les résultats. Comme vous pouvez le voir, on constate qu'il y a effectivement une minorité de prénoms féminins à hauteur de 3,4%. Donc voilà, sur cette slide-là, on a décidé de mettre en commun les stats qu'on a eu au niveau du Stunfest et de la Gamers Assembly, les deux rassemblés. Donc voilà, donc c'est la répartition genrée totale par année. Donc effectivement, on constate qu'il y a peu de prénoms féminins. Maintenant, il faut se méfier aussi parce qu'il faut prendre en compte le fait qu'il y a quand même pas mal, comme vous pouvez le constater en violet bleu, de prénoms qui sont indéterminés et non renseignés. Donc ça aussi, ça biaise quand même pas mal notre analyse. Donc comme vous pouvez le voir, en 2009, on n'a recensé aucun prénom féminin. Donc ça, pareil, il faut faire attention. Comme vous pouvez le voir, dans le total des participants, on est à 52, donc c'est vraiment pas grand-chose. Donc il faut directement regarder pour l'année d'après, qui est l'année 2013. Donc voilà, globalement, on constate que de 2013 à 2014, il y a une augmentation des prénoms féminins. Ensuite, 2015-2016, on constate qu'il y a comme une légère diminution. Maintenant, effectivement, encore une fois, il y a plus de prénoms qui sont indéterminés et non renseignés. Donc là encore, il faut faire attention à ce niveau-là. Autrement, on constate qu'il y a quand même une volonté de précision dans le sens où plus on va sur des données récentes, moins il y a de prénoms qui sont indéterminés ou non renseignés. Voilà. Ensuite, on a décidé de faire une répartition genrée par année en faisant un focus sur la Gamers Assembly. Donc voilà, là on constate qu'on est à 3,6% de prénoms féminins au total recensés sur les années 2018, 2017, 2016, 2015 et 2014. Donc c'est plutôt cohérent avec ce qu'on avait trouvé juste avant. Ensuite, on constate qu'il y a eu une légère diminution d'inscription des prénoms féminins dans le temps. Donc ça, on a été plutôt surpris de découvrir ça.
Ensuite, on a fait le même travail, exactement le même travail, mais focalisé plutôt sur le Stunfest cette fois-ci. Donc là, on constate qu'on est à 2,6% de prénoms féminins et qu'il y a encore une fois une diminution d'inscription des prénoms féminins, mais que cette fois-ci, comme l'a précisé Nicolas précédemment, il y a une augmentation des prénoms indéterminés, donc qui sont liés à des inscriptions avec des prénoms internationaux qu'on n'a pas réussi à genrer, en fait, tout simplement. Voilà, Nicolas, je te laisse reprendre. Ensuite, on s'est intéressé sur une autre variable, à savoir quels étaient les jeux sur lesquels finalement, les tournois et donc les jeux sur lesquels il y avait le plus de prénoms féminins qu'on avait pu recenser. Donc on a effectué ce travail-là. Donc ça, c'est juste pour la Gamers Assembly, comme vous pouvez le voir, où sur de 2014 à 2018, il y a eu énormément de tournois qui ont été proposés, et donc en orange, c'est les prénoms féminins, et en jaune, c'est les prénoms mixtes. Comme vous pouvez voir, on a une répartition qui va de 0% pour Flight Simulator, World of Tanks, Team Fortress. Alors je prends pas Dota 2 et Paladin parce qu'après avoir discuté avant-hier, on a transmis les résultats à la Gamers Assembly à Futuroland, et ils nous ont confirmé, on s'en doutait un petit peu vu le faible nombre d'inscrits sur certains de ces jeux, que sur Dota 2 et Paladin, les tournois n'ont jamais eu lieu. Mais par contre, il y avait bien eu quelques inscrits et pas de femmes, donc en tout cas pas de prénom féminin. Et donc ça va de 0% jusqu'à 10%, mais à prendre bien évidemment avec précaution. Je vais vous montrer juste après parce que les échantillons ne sont pas du tout équivalents. Je vous ai mis en vert, on vous a surligné en vert, on va dire les 4 jeux de tier 1 de l'e-sport selon la classification d'Ian Silgers qui a été proposée maintenant depuis 4 ans, principalement parce que c'est les jeux les plus populaires. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont populaires? Parce que c'est les jeux sur lesquels il y a le plus de joueurs actifs mensuels, et c'est les jeux qui font les meilleures audiences lors des compétitions e-sportives sur les plateformes de diffusion. Donc vous pouvez voir Overwatch, CS, donc Counter-Strike Global Offensive, League of Legends et Hearthstone qui sont ces 4 jeux-là. Parmi ces 4-là, vous avez donc Overwatch qui est le jeu qui semble en tout cas attirer le plus de jeunes femmes pendant les tournois compétitifs, mais c'est seulement à 6,5%, bien évidemment. CS, jeu historique qui a notamment essayé de mettre en place beaucoup de dispositifs pour la démasculinisation de la pratique, émerge à 4,5%. Sur League of Legends, qui est un jeu qui est soi-disant réputé par l'éditeur comme en tout cas l'éditeur prétend qu'il y a 10% de jeunes femmes qui pratiquent le jeu, et ici en compétition en présentiel on retrouve plus de 3,8% de jeunes femmes, et Hearthstone étonnamment n'émerge qu'à 1,7%. Et puis en bleu je vous ai mis les joueurs libres, on vous a mis les joueurs libres, pardon. Pourquoi? Parce que vous allez voir que ça va être très intéressant à partir du second slide. Notamment déjà parce que les joueurs libres sont à 7,7%. Alors ce qu'il faut préciser, ce qu'on appelle les joueurs libres à la Gamers Assembly, c'est une vraie spécificité de la Gamers Assembly, c'est-à-dire qu'il est possible de s'inscrire, mais de ne pas participer au tournoi, mais de juste s'inscrire pour venir être présent sur la LAN, avoir une table réservée sur laquelle on peut jouer avec d'autres joueurs libres, et on va jouer à plein de jeux, mais sans volonté de se classer, et ainsi de suite. C'est vraiment une pratique libre et informelle, mais en LAN, en présentiel. Et donc si le slide d'après, donc comme je vous le montre, cette fois-ci là, on a juste agrégé tout le nombre de prénoms féminins qu'on avait recensés. Et donc comme vous pouvez le voir, en fait, les joueuses libres, c'est là où on retrouve le plus de joueuses en fait, puisque sur les 5 années, c'est 74 joueuses qui se sont inscrites en joueuses libres. Ensuite, League of Legends, CSGO, Overwatch, Shootmania, alors Feu Shootmania dont la licence n'est plus jouée aujourd'hui, mais qui a priori avait l'air d'être un jeu sur lequel les jeunes femmes étaient assez présentes finalement, et Hearthstone. Donc finalement ces jeux de tier 1 sont forcément, bien évidemment, étant les jeux les plus pratiqués, sont ceux sur lesquels on retrouve en tout cas en somme le plus grand nombre de joueuses. Donc voilà, c'est rien de très étonnant par rapport à ça, si ce n'est ce cas des joueuses libres sur lequel je vais revenir un tout petit peu après. On a effectué la même chose pour le Stunfest, et là vraiment des données à prendre avec beaucoup de précautions. Donc ça c'est le nombre total de prénoms féminins sur les différentes années qu'on a. Donc vous voyez, en fait, à part Street Fighter sur lequel il y a quand même une scène féminine entre guillemets, mais où en tout cas on a des données qui sont assez importantes, vous voyez bien que sur tous les autres jeux ça devient extrêmement marginal la présence féminine.
Je vous ai quand même surligné Smash Bros parce que voilà, elles étaient 5, mais sinon c'est quand même assez marginal. Et puis juste à côté, les pourcentages. Donc Street Fighter, finalement, c'est 2,4% de présence féminine sur les tournois de Street Fighter au Stunfest, ce qui est clairement pas énorme et finalement en deçà d'un Overwatch ou d'un Counter-Strike par rapport à nos données. Tu veux prendre le relais sur celle-ci? Ouais. Vas-y. Alors du coup, on va vous présenter la répartition genrée totale des joueurs libres. Donc on constate globalement qu'il y a une augmentation, comme vous pouvez le voir, des prénoms féminins qui se sont inscrits. Donc finalement, les femmes, a priori, à travers les prénoms féminins, sont bel et bien présentes et de plus en plus. Et on pense que le statut de joueur libre est un statut qui est intéressant puisqu'il permettrait d'acculturer les individus à ce domaine, à cette industrie et tout simplement à la participation aux jeux vidéo, à la consommation de jeux vidéo. Je suis encore là? Non, je suis plus là. Si, je suis là. Juste pour préciser, ici on a donc il y a une réelle augmentation. On le voit, les jeunes femmes sont de plus en plus nombreuses. Après, le nombre de participants au slot joueurs libres est de plus en plus important aussi. Là, pour en avoir discuté il y a 2 jours avec la Gamers Assembly, ils attendent 350 joueurs libres encore cette année. Donc c'est-à-dire qu'il y en a de plus en plus. Ça a l'air d'être une vraie demande de la part des communautés e-sportives. Mais le pourcentage évolue aussi plutôt positivement. Par contre, on a quand même pris le soin après de comparer les prénoms féminins en joueuses libres par rapport à tous les prénoms féminins. Et là, par contre, on voit qu'il y a une réelle augmentation. Ce qui fait qu'on observe un glissement des joueuses qui étaient habituellement inscrites en tournoi vers l'inscription en joueuses libres. C'est pour ça qu'on pense pertinemment que c'est un dispositif qui peut être très intéressant dans un phénomène d'acculturation, certes à la consommation du jeu vidéo et à sa pratique, mais aussi, surtout, à un phénomène d'acculturation à être en présentiel en LAN. Donc voilà. Ensuite, on a décidé de faire une répartition genrée en fonction du support de jeu, donc à savoir le support console ou bien le support PC. Globalement, on n'a pas été vraiment surpris. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont plutôt sur PC et les autres sur console, et que les prénoms féminins et donc les femmes suivent ce mouvement, tout simplement. Ensuite, on a décidé de faire une répartition genrée par type de pass, donc à savoir qu'il y avait la possibilité d'obtenir un pass 3 jours ou bien un pass 1 jour sur le dimanche, le samedi ou le vendredi. Et globalement, on a pu remarquer que finalement, les femmes sont surtout présentes sur des passes 1 jour. Et donc finalement, qu'elles participent qu'à un seul tournoi plutôt que plusieurs. Ouais, juste pour préciser, les passes 3 jours au Stunfest, c'est généralement pour les joueurs qui déjà veulent rester plus longtemps forcément, mais aussi qui veulent participer à plusieurs tournois. Ça se fait beaucoup dans les jeux de combat. Et donc l'une des hypothèses serait, enfin en tout cas il y a 2 hypothèses, soit que les jeunes femmes ne se spécialisent que sur un jeu, ou en tout cas ne participent qu'à un seul tournoi, soit que les jeunes femmes ne souhaitent pas passer 3 jours en convention, en rassemblement compétitif, mais plutôt un seul jour. Encore une fois, les données sont pas suffisamment, l'échantillon n'est pas suffisamment important pour en tirer de telles conclusions, mais c'est des hypothèses en tout cas qui ont émergé. Et encore une fois, vous pouvez remarquer qu'on a vraiment un gros taux d'indéterminés qui nous gêne en fait dans notre analyse. Voilà. Ouais. On en arrive juste aux conclusions et aux préconisations. Donc, comme on le disait, je pense que ça parle de soi en termes de conclusion, la proportion de jeunes femmes. On s'en doute, ça veut dire empiriquement, instinctivement, on le voit bien pour toutes les personnes qui se déplacent en LAN, on se rend bien compte que les jeunes femmes ne sont pas spécialement là en tant que joueuses. Mais comme il y a de plus en plus de jeunes femmes qui sont présentes en tant que spectateurs, accompagnatrices et ainsi de suite, on finit un peu par l'oublier. Moi, je dois avouer que je ne m'attendais pas à des chiffres aussi bas. Alors après, encore une fois, il faut prendre des précautions vu qu'on a quand même pas mal de prénoms indéterminés et ainsi de suite, mais je ne m'attendais certainement pas à des chiffres aussi bas. En 2016, lorsque moi j'ai effectué ma thèse, mon terrain d'études en 2015 sur 3 LAN, donc la Gamers Assembly de 2015, le Stunfest de 2015 et la DreamHack de Tours de 2015, j'avais évalué à 4,9% la présence de jeunes femmes. Il s'avère qu'en fait, c'est bien moins que ça. Donc, proportion extrêmement faible de compétitrices en LAN, ce qui explique finalement en fait ce besoin d'avoir en tout cas une politique qui est mise en place soit par des réseaux d'entraide, des communautés exclusivement féminines ou des compétitions exclusivement féminines. En tout cas, cet intérêt qu'il y a de la part des joueuses à essayer de se réunir et à mettre en place des actions pour pouvoir démasculiniser finalement cette pratique. Par contre, on n'observe pas de tendance très nette à travers le temps, puisqu'on a observé une légère diminution jusqu'en 2017. Et puis là, 2018 semble avoir été une meilleure année, mais il faudrait bien évidemment continuer à effectuer cette enquête sur
encore beaucoup d'années pour avoir des tendances un peu plus franches. Ce qui nous a permis juste de faire émerger quelques préconisations. Déjà, clairement, ça a été l'une de nos grosses découvertes, c'est ce dispositif de joueur libre, et pour en avoir encore une fois discuté avec la Gamers Assembly, ils n'y avaient pas pensé comme ça en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils avaient songé à la mise en place de joueurs libres comme étant un lieu sécurisant pour les jeunes femmes dans lesquelles elles pourraient potentiellement s'adonner à la pratique en LAN. Et il s'avère que elles sont là, donc ce qu'on préconiserait, c'est auprès de la plupart des organisateurs d'événements de LAN compétitifs, c'est de mettre en place justement des slots de joueurs libres, destinés notamment à tous les joueurs qui ne veulent pas pratiquer de manière compétitive et qui pourraient entraîner des jeunes femmes à s'y intégrer. Et potentiellement, peut-être après, pourquoi pas imaginer que une fois qu'une joueuse libre, qu'une jeune femme s'inscrit en tant que joueuse libre, elle puisse avoir un défraiement complet pour participer à un tournoi. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit en tant que joueuse libre, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que l'inscription au tournoi de son choix serait gratuite pour lui donner une première expérience de la compétition si elle le souhaite. Ensuite, autres préconisations qui sont utiles pour nous en tant qu'universitaires, c'est que là on se retrouve quand même avec des données qui sont pas suffisamment précises, et donc intégrer la demande de genre et de tous les genres dans les formulaires d'inscription, ça nous paraît évident, et depuis qu'on a rendu les résultats et au Stunfest et à la Gamers Assembly, c'est quelque chose qu'ils vont tout de suite mettre en place dès l'année prochaine, et de faire attention à inclure toutes les minorités. C'est-à-dire que là, le travail qu'on fait effectivement sur la question genrée, mais elle peut se faire aussi sur la question de l'orientation sexuelle, sur la question des minorités ethniques, des personnes en situation de handicap, ou des différentes générations qu'il pourrait y avoir pendant ces compétitions. Et donc les prochaines étapes sur lesquelles on souhaite travailler, à la fois Océane et moi-même, c'est-à-dire essayer de récupérer des données des autres organisateurs d'événements français, donc en passant par Francisport, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes, mais on va quand même essayer de continuer. Et puis on s'intéresse aussi, là on a des données par support, donc PC console, il y a une idée un peu préconçue qui est que les jeunes femmes seront plus pratiquantes sur jeux mobiles, donc on aimerait bien récupérer des données sur d'autres supports et sur les compétitions sur jeux mobiles pour avoir un petit peu des informations à ce niveau-là. Et la dernière chose, c'est que de manière générale, ce qui nous intéresse, c'est d'observer l'influence des dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui. Donc, par exemple, observer l'influence que peut avoir, positive ou négative, bien évidemment, l'incubateur Women in Games ou la Ligue féminine en France sur l'évolution du nombre de pratiquantes et de compétitrices inscrites en LAN. Donc voilà un petit peu, en fait, c'est vraiment encore un travail exploratoire, mais qui nous a pas mal stimulé et qui a été assez cool à effectuer. Voilà un petit peu pour cette première étude.